Salut à tous, l'inflation est tombée mais elle est un petit peu différente de ce qu'on attendait. Allez c'est parti. Les chiffres sur l'inflation sont tombés et ils sont en dessous de ce qu'attendait le marché. Le marché s'attendait à avoir 2,4%, on a eu 2,3%, donc on était en dessous des attentes, mais ce qu'on avait vu sur Trueflation, qui jusqu'à présent ne s'était jamais trompé, tu vois, ou alors à 0,1%, bon il n'y avait rien de catastrophique. Là pour le coup, il nous annonçait approximativement, si je dis pas de bêtises, 1,8, on avait dit hier. Sauf qu'au dernier moment, avant que les chiffres tombent, ils nous ont réajusté la droite, tu vois. Donc ils ont dû ajuster leur calcul et finalement, si tu recules de 45 jours, ben, tu te rends bien compte que maintenant on est un petit peu plus proche de la réalité que nous a annoncé la Fed. Tu vois, avec leur modèle qui est ajusté, on est à 2,3%, donc c'est un petit peu plus précis. Toujours est-il que actuellement, on est toujours en correction, d'accord? Au moment où je te parle, on est à 1,68, même après avoir réajusté leur modèle, on est toujours en correction. On a eu un petit plus haut. On espère que c'est un plus haut qui est transitoire. Ce qu'on n'a pas envie de voir, c'est un sommet plus haut que le précédent. Pour l'instant, les chiffres qui devraient tomber le mois prochain devraient être encore meilleurs. Donc ça va dans le bon sens. Donc on va aller voir le Bitcoin juste après, ne t'en fais pas. Toujours est-il que le S&P 500, il a ouvert et plutôt dans le vert, tu vois, avec une belle forme olympique. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on laisse pas de gap CME derrière nous. Ouais, c'est plus ou moins ça. On n'a pas eu de gap comme on a laissé un derrière nous, tu vois. Et moi, j'aime pas trop ça parce qu'en général, le marché, il aime bien les combler. Ça peut arriver qu'on ait des gaps de rupture, donc il faut pas jouer contre la machine, comme on dit régulièrement. Mais donc on va pas se plaindre, On a le S&P 500 qui finalement est sur une trend plutôt fantastique, là, depuis maintenant 2 jours. On a pris 2%. 2%, est-ce que tu te rends compte un peu? Concernant le Bitcoin, eh ben, ça fait plaisir parce qu'on reprend un petit peu de couleur, on descend aux 100 000 $, on en reprend un petit peu. Bref, on est toujours au-dessus de cette fameuse zone des 100 000 $. Je te rappelle que même si on vient à respirer, même si on vient à corriger, ce serait pas dramatique parce que le Bitcoin, il a quand même pris, les gars, plus de 40% finalement en quelques jours. En l'espace de 30 jours, on a monté excessivement vite. Donc il faut garder à l'esprit que le marché est roi et il n'est pas impossible que le Bitcoin monte en flèche direction les 110 000 $. Un peu comme ça s'est passé lorsqu'on est passé des 85 000, on a atteint les 93 000. Tout est possible. Mais de la même manière, il ne faut pas oublier qu'on a quand même des supports. On a des zones de support. La première, c'est aux alentours des 100 000 $. Et puis la seconde, c'est aux alentours des 90 000 jusqu'à 92 000. Tu vois, je vais même l'étendre un petit peu plus parce que là, tu peux voir qu'on est venu taper plusieurs fois cette zone là, boum, 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 boum. En mars, celle-ci nous avait rejeté et c'est sur cette zone qu'on est venu se reposer, tu vois, le 23 avril. Et puis concernant les altcoins avec Other, comme tu peux le constater, c'est plus ou moins le même schéma. On est toujours dans l'attente de Bitcoin. Si le Bitcoin décide de monter aux 110 000 $, bah écoute, les altcoins vont suivre avec. Donc je pense que le maître mot, c'est de suivre le Bitcoin et surtout de regarder ce qui se passe vis-à-vis de la Bitcoin dominance. Parce que ça commence à baisser, quoi. Ça commence à baisser. Tu vois, on avait une espèce de biseau là qu'on tirait derrière nous depuis maintenant 2022, depuis le bear market, même 2021. Et donc on l'a pété vers le nord. On a mis tout le monde de côté. Voilà, tout le monde s'est dit ça y est, les altcoins c'est terminé. On est monté aux 65% et actuellement, on est re-rentré dans le biseau. On est en train de le péter vers le bas. On est aux alentours des 62%. Donc la guerre n'est pas terminée, mais il faut reconnaître que c'est une belle bataille qui a été gagnée du côté des altcoins. Je pense, tu vois, si on continue à chuter, cette zone-là, cette espèce de moyenne mobile, elle pourrait agir comme un support. Alors, si on descend aux alentours des 61% dans les jours qui viennent pour aller la chercher, ça serait magnifique. C'est-à-dire qu'on gagne encore 1% sur la Bitcoin dominance. Je te laisse imaginer ce qui peut se passer dans ton portfolio. Enfin bon, on verra ça ensemble, mais dans tous les cas, pour l'instant, ok, en daily, on n'a pas encore de divergence haussière. On a toujours un RSI qui est convergent avec la chute, tu vois. Là, on a deux petits sommets qui se sont formés en daily. Sur le RSI, on est toujours convergent, ça descend. Donc jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore d'inquiétude à avoir sur un retournement de la Bitcoin dominance. Et allez, on fait un petit point sur l'or. Je vois que dans les commentaires, vous aimez pas trop quand je parle de l'or. Les gars, c'est une valeur refuge, l'or. Moi aussi, j'adore l'or. On en parlait même dans la Bible. C'est pour te dire, si tu ne crois pas dans l'or, tu ne crois dans rien. Mais on parle de spéculation, les amis. Attendez, une petite correction de l'or, ça fera pas de mal au marché. Puis dans tous les cas, il ne montera pas en ligne droite. Il faudra bien qu'il fasse des petites corrections structurelles. Bon, ce qu'on peut constater. Les mecs, j'aime bien vous titiller, j'ai fait exprès. C'est qu'on a l'or du coup qui est aux alentours des 3247 et on est en train de faire une structure qui est plutôt pas mal. Donc là je te parle à l'échelle horaire bien sûr, comme tu peux le constater, on est en train de faire des sommets qui sont de plus en plus bas, tu vois, là, 1, 2, 3, très bien. Et à chaque fois, on est dans la même configuration. Donc, on a une jambe baissière, là, tu vois, qui nous amène dans un canal haussier. Et ça, c'est très intéressant parce que pour l'or, on a envie qu'il corrige. Parce que lorsqu'il va corriger, ça va vouloir dire que les marchés à risque vont prendre un petit peu plus de place. L'or qui se dégonfle, du coup, va déverser un petit peu de l'argent fait pour la spéculation. Petit clin d'œil.
vers des actifs à risque et donc pourquoi pas vers le Bitcoin qui a le droit de prendre ses miettes. Et donc, ce qu'on est en train de faire, ce petit canal-là, eh bien on a des chances qu'il finisse par céder vers le bas. Et donc, la jambe baissière qui t'a amené dans ce canal, tu es censé la retrouver en sortie. Donc, ça pourrait t'amener l'or à avoir une petite correction gentil. Là où c'est un petit peu décevant, c'est par rapport au dollar américain avec le Dixie, ce que tu as sous les yeux qui te montre la force du dollar américain. On aime bien quand il corrige et lorsqu'il va en dessous des 100 points, historiquement, c'était plutôt bon signe, tu vois, cette zone-là, pour le marché de la crypto-monnaie, le Bitcoin et tous les actifs à risque. On a le dollar américain qui avait craché suite aux annonces de folie que nous avait fait Trump et actuellement, il est en train de nous faire un petit canal aussi avec une jambe baissière, c'est magnifique. Et là, il nous a fait quand même une belle poussée vers le nord, tu vois, donc ce canal là, eh bien, il a cassé au nord. Donc il a beaucoup de force, en plus de quoi tu as une divergence haussière là, tu vois, sur ton RSI, qui montre que le dollar est sur une belle lancée, il a beaucoup d'énergie dans les pattes. On va surveiller ça de près, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se rappeler, c'est que en fin 2024, on a continué à grimper sur le Bitcoin avec un dollar qui était extrêmement fort. Donc est-ce que ça veut dire que ça va annuler le bull run? Non, pas forcément, j'ai pas dit ça, mais ça veut dire que c'est un paramètre qui ne joue pas en notre faveur pour le coup. Petit coup d'œil sur les ETF de Bitcoin, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu de l'inflow sur les ETF, on a eu plus 5 Bitcoin achetés. Bon, BlackRock, ils en ont acheté comme à leur habitude, un petit peu plus que tout le monde, ils en ont pris 69, mais il y a tout le monde qui sort un petit peu des trusts, les Grayscale, les patins, les couffins. On a fait un plus haut historique sur les ETF. Cependant, lorsque tu regardes la charte qui te montre l'inflow ou l'outflow vis-à-vis des ETF de Bitcoin, ce qu'on regarde souvent ces derniers temps, comme tu peux le constater, voilà, on avait fait un gros W, on en avait parlé. Et là, on est en train de corriger. Donc, ce qu'on veut pas, dans un premier temps, c'est faire un plus bas, donc avoir de l'outflow en dessous, là, tu vois, des 700 millions de dollars, d'accord? Mais surtout, ce qui commence à me titiller, à me gratter le bout du museau, là, c'est que, tu vois, on a fait un plus haut qui était fantastique, là, le 22 avril, à la semaine du 22-23 avril. Et puis là, on a fait encore un petit sommet, mais qui était plus bas que le précédent. Donc, ça va être simple. Si dans les jours qui viennent, il n'y a pas un plus haut du côté des ETF du Bitcoin qui ne va pas au-dessus de cette zone-là, ou du moins qui ne va pas à minima au-dessus de celle-ci, il faudra qu'on se reparle. Il faudra qu'on se reparle parce que ça sera intéressant, je pense, de prendre des bénéfices parce que rappelle-toi, lorsqu'on a commencé à faire un sommet qui était plus bas que le précédent, c'était ici. Eh bien, ça nous avait amené à avoir un top sur le Bitcoin. Je considère que le premier pic, c'est un top, d'accord? Du coup, le 16 décembre et le plus haut qu'on avait fait, c'était le 18 novembre. Donc, quasiment un mois après, un tout petit peu plus, on avait eu le top sur le Bitcoin. Il va vraiment falloir qu'on surveille ces ETF là parce qu'il y a tellement de capitaux qui rentrent que si on commence à réduire la cadence, eh bien, ça pourrait pas être bon pour le Bitcoin. Si on jette un petit coup d'œil du côté des traders de Bitcoin, pour l'instant, pas de surchauffe, bien au contraire, on a toujours des exchanges qui sont négatifs sur les funding rates, donc ça veut dire que il y a plus de personnes qui parient à la baisse quand c'est négatif, t'imagines bien, et il n'y a vraiment pas d'euphorie parce que par exemple Binance, tu vois, on est à 0.008. Tu peux considérer qu'il y a un échauffement à partir de 0.03, 4, 5, là ça commence à bouillonner. Pour l'instant, voilà, rien à déclarer de ce point de vue-là. Ensuite, je voulais vous faire un petit point sur Ethereum BTC. Ethereum BTC, ça te montre finalement la force de l'Ethereum en fonction de Bitcoin et pas en fonction du dollar. Pour le coup, qui c'est qui monte le plus vite? Il faut le voir comme ça. Lorsque cette courbe monte, celle que tu as sous tes yeux, l'Ethereum est plus fort que Bitcoin. Dans le cas inverse, lorsque ça descend, et c'était le cas depuis maintenant 3 ans, ça veut dire que le Bitcoin a plus de force que l'Ethereum. Bon, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un petit regain là qui a été vraiment plutôt sympathique ces derniers temps, suite à la mise à jour Pectra qui, pour le coup, a fait des mouvements vers le nord. Tu le sais qu'il y a toujours un gros impact autour des mises à jour sur Ethereum. On a pris 30% sur cette charte, exactement 33%. Donc c'est un très bon point. Et ce qu'on peut constater, c'est que on a une grosse résistance là que je voulais te partager entre les grosso modo 0.027, 0.28 et les 0.031. Et je pense que lorsqu'on va venir s'appuyer dessus, si ça arrive dans les jours qui viennent, si ça arrive dans les semaines qui viennent, peu importe, on verra ça ensemble, on pourrait faire un petit comeback, on pourrait être rejeté dans un premier temps, et si le marché décide de passer tranquillement cette résistance, les gars, on va avoir une belle petite explosion selon moi sur Ethereum parce qu'on n'a pas grand chose après quoi. C'est complètement fou, la première que je vois, tu vois, qui me saute aux yeux, allez, elle est mignonnette là aux alentours des 0,4 et puis ensuite, voilà, tu vois, ça serait direction les 0,057. Donc on aurait vraiment le champ qui serait libre sur Ethereum pour faire capoter la Bitcoin dominance. Ethereum, il va énormément nous aider et forcément, sur les altcoins, ça pourrait être sympathique. Donc on va suivre ça de près les amis. Ensuite, petit coup d'œil sur ton tonton tornade Donald Trump
qui nous a annoncé que les marchés avaient bien performé ces derniers temps et qu'ils allaient encore monter. Alors, si tu regardes la dernière fois qu'il nous a dit que les marchés avaient bien performé, c'était en avril. Suite à quoi, tu vois, quelques jours après, il avait annoncé qu'il y avait une pause sur les tarifs douaniers. Le marché a explosé. Il nous a même laissé un petit tweet au passage où il nous disait c'est le moment d'acheter des stocks. Donc c'est complètement fou. Si tu suis cette théorie, tu vois, si tu suis la machine, eh bien on pourrait avoir les marchés qui monteraient selon lui, selon Donald, ton tonton. Ensuite, ça fait partie des news, donc je suis obligé de le partager. La France, ça devient le Mexique sans les latinas et les grosses fesses. Donc je prends la rigolade les amis, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait partie de l'actu, c'est dramatique. On est passé à deux doigts d'avoir le kidnapping d'un fondateur d'un exchange crypto. Il était avec sa fille et sa femme, si je dis pas de bêtises, et du coup, si tu vois les vidéos, bon, elles ont tourné sur Telegram, même sur le groupe Telegram de la Crypto Brève, il y a quelqu'un qui les a partagées. Je vais pas te la remontrer là parce que voilà, ça sert à rien. Petite piqûre de rappel les amis, il faut faire vraiment très attention. On est dans la crypto-monnaie, on n'est pas dans n'importe quel marché. La sécurité, c'est le maître mot. En partant de ce principe, si tu commences à avoir une certaine somme d'argent, faire des multisignes, donc des multisignatures, essayer de diviser son âme en plusieurs horcruxes, comme il le dit Rabin des Bois, là, je sais pas si tu connais. Grosso modo, ta phrase secrète, là où tu gardes la majorité de tes fonds, tu peux la diviser avec plusieurs personnes de confiance, ta grand-mère, ton papy, ton père. Et donc, si demain, on te met un couteau sous la gorge pour que tu sortes ta crypto-monnaie, tu seras obligé d'appeler les trois à la suite. Et donc forcément, ils vont se douter de quelque chose, tu les appelles à 2h du matin et que tu as une voix qui panique quoi. Bon, à toi d'être créatif là-dessus, je te fais confiance, mais surtout ne néglige pas cet aspect-là de la crypto, parce qu'on a toutes les valeurs qui sont intéressantes dans la crypto-monnaie, on est maître de son argent et de son épargne, mais ça implique aussi des responsabilités, et ça en fait partie. Allez, petite devinette pour détendre l'atmosphère en parlant de Latinos, c'est quoi cette musique ? Dis-moi en commentaire. Et sinon, concernant les news qui sont tombées, qui sont extrêmement bullish, il y en a plein, les gars. On se fait bombarder en ce moment. Quand le marché repasse au vert, c'est toujours comme ça, les amis. On a plein de news. Toutes les entreprises, elles nous balancent des folies tous les jours, quoi. Donc, première chose, Donald Trump, il a dit que les marchés allaient plus haut. Ça, c'est cool. Deuxième chose, on a Nvidia, l'entreprise reine de l'intelligence artificielle, qui scelle un partenariat stratégique avec la société saoudienne Humain pour construire un data center de 500 MW dédié, attention, attention, à l'intelligence artificielle. Oh là 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 là, ça te plaît cette narrative, hein? Pour aller dans le même sens, on a le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman qui a annoncé vouloir porter les investissements saoudiens aux États-Unis, donc sur le sol américain, à hauteur de 1000 milliards de dollars. L'argent, il arrive à flot sur les États-Unis. Les Américains, à un moment donné, ils vont récolter les fruits de tous ces investissements. Ensuite, concernant BitTensor, je suis revenu sur un subnet qu'on avait étudié pendant l'été 2024, qui est le subnet numéro 44. Je ne sais pas si vous en rappelez pour les plus anciens de la Crypto Brève, mais finalement, ce subnet, il permettait de faire des analyses d'un point de vue sportif. Il analysait finalement des datas que tu pouvais lui fournir par rapport à des joueurs de foot, par rapport à des statistiques, des matchs, des buts réalisés, des cartons rouges. Bref, il analysait tout et en fonction de toute la data récoltée, il pouvait faire des prévisions sur le futur vis-à-vis d'un joueur de foot pour te dire, voilà, si ce joueur il allait être meilleur qu'un autre, etc. Et ce genre d'outil, finalement, je suis convaincu à 100% que ça va être utilisé par les professionnels, par les recruteurs, par les clubs de foot, parce qu'il y a tellement d'argent dans le sport que des outils liés à l'intelligence artificielle qui pourraient aider à l'investissement, eh bien ça deviendra inévitable. Et tous les marchés, toutes les industries vont s'y mettre, et le football, le sport en fait partie. Il y a tellement d'argent que voilà, ils vont pas s'en priver quoi. Au passage, c'est le subnet numéro 44. Et d'ailleurs, en parlant de subnet, comme tu peux le constater sur ce petit site sympatoche là, tu peux regarder finalement la fréquence d'apparition d'un mois en particulier sur Twitter, voir les tendances. Moi, ça me permet souvent de regarder un petit peu les trends, voir ce qui se passe, voir ce qui est intéressant, en plus de quoi il y a les volumes, quelles sont les prochaines narratives à suivre, etc. Là, pour le coup, j'ai tapé DTAO, donc les Dynamic TAO, qui correspond au token des subnets de BitTensor. Si l'écosystème de BitTensor t'intéresse, tu as de quoi te renseigner sur ma chaîne YouTube. Comme tu peux constater, en fait, on a eu du coup un commencement qui était en plein bear market des Dynamic TAO, donc on n'a pas eu grand chose, tu vois. Et puis on a eu un pic pendant le bear market, tu vois, le bear market précédent, j'ai envie de te dire, donc premier trimestre de l'année 2025. Suite à quoi, on a eu un top qui est apparu le 10 avril 2025. Et c'est plutôt marrant parce que ça coïncide bien avec le top qu'on a eu sur les subnets, à quelques jours près, d'accord ?
Et suite à quoi, dégringolade, donc un petit désintérêt de la masse sur Twitter. Les influenceurs en parlent un petit peu moins. Peut-être que tu le vois beaucoup apparaître, mais c'est en fonction de ton algorithme, d'accord? Et donc ça m'amène à te faire une petite piqûre de rappel vis-à-vis du fait qu'en fait il faut acheter lorsque personne s'y intéresse. C'est lorsque la masse commence à rentrer, lorsque tu as un pic comme je te l'ai montré, que finalement c'est le top et c'est le moment de vendre. Donc c'est dans ces moments-là où il faut acheter des tokens lorsque seulement les geeks en parlent, lorsque seulement les gens qui aiment la tech en parlent. Comme tu peux le constater, en plus de quoi, je te parlais de cette zone qui était intéressante sur le subnet total price, la liquidité totale qu'il y a sur ces subnets, cette courbe-là, et on est venu faire une espèce de canal baissier dont on a parlé à de nombreuses reprises. Et actuellement, on est à 1,75 TAO en moyenne. Et tu vois, la ligne de coup de ce gros W là, c'est 1,74. Et je te l'ai dit hier, lorsqu'on va venir s'appuyer sur les 1,74, je re-rentrerai. 1,74, 1,75, c'est la même chose. Je pense que je vais remettre quelques billes dans quelques subnets que j'apprécie tout particulièrement, tu le sais, comme Sturdy. Et oui, j'aime bien aussi Chute, 19, Gradient, il y en a pas mal que j'apprécie, tu le sais, mais Sturdy, c'est un petit chouchou là, tu vois, parce qu'on l'a dégoté ensemble quand personne n'en parlait, on avait trouvé son token, on avait fait de belles petites performances, mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que Sturdy commence à tirer un petit peu la convoitise. On voit de plus en plus d'influenceurs, de créateurs de contenu qui à la base n'étaient pas dans l'écosystème de Bit&Sword, qui commencent à parler de TAO et surtout de Sturdy. Donc moi, ça commence à m'encourager ça. Comme tu peux le constater, on a ce créateur, la Mariu Olad, qui visiblement a découvert la plateforme de Sturdy et ce dont permettait finalement toute cette technologie, donc de faire de la finance décentralisée avec l'intelligence artificielle. Tu connais Sturdy, si tu connais pas, je t'invite à aller sur ma chaîne, taper Sturdy, tu vas trouver ton petit bonheur. En plus de quoi, comme tu peux le constater, on a Punisher, qui est un influenceur vraiment très connu, tu vois, sur le monde de Bit&Sword, qui nous a partagé un petit graphique sympatoche, où tu peux voir qu'en fait, tout part de Bit&Sword, bien sûr, c'est le cérébro de l'IA, et tu peux voir qu'il y a deux branches filles qui découlent de cet arbre-là, c'est TAOFi, donc la finance décentralisée, ce dont je t'ai parlé hier, la finance décentralisée sur TAO, tu l'as compris, et Sturdy, avec le subnet numéro 10, parce qu'en fait, les deux sont liés, ils ont besoin l'un de l'autre pour fonctionner, et donc, il faut voir ça un petit peu comme un outil Sturdy. On a même le PDG de TAOFi qui nous annonçait qu'il se servait beaucoup de Sturdy pour le développement de sa plateforme. Donc si tu crois à la finance décentralisée qui peut se mettre sur l'écosystème de Bit&Sword, tu vois, ça fait un beau combo là. Et d'ailleurs en parlant de subnet, il y a le subnet numéro 81 qui a attiré mon attention. Grosso modo, il fait un petit peu la même chose que Palantir Technologies. Palantir Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, c'est une entreprise qui est américaine, qui est spécialisée dans l'analyse de données, donc l'analyse de data. Elle développe des logiciels qui sont utilisés pour les gouvernements, les armées, les entreprises à haute confidentialité, pour développer des logiciels pour garantir la confidentialité, la sécurité de la data qui transite au sein de l'entreprise et même à l'extérieur. Et donc, comme tu peux le voir sous tes yeux, l'entreprise de Palantir, elle est capitalisée à 280 milliards de dollars. Tandis que Palantir, hop, je te le mets sous tes yeux actuellement. Bon, ça n'a rien à voir, c'est le petit frère de Palantir, j'ai envie de te dire, même pas. Il est actuellement à un market cap de 5 millions de dollars. Donc c'est vraiment extrêmement risqué, d'accord ? Moi, j'ai bien aimé le fondamental, j'ai un petit peu creusé. Je vais creuser un petit peu plus, j'ai pas mis encore de billets, d'accord ? Si ça t'intéresse que je te fasse un descriptif un petit peu plus détaillé, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai ça illico presto. Avant de s'arrêter là pour aujourd'hui, un petit like et un commentaire, c'est comme ça que tu pourras me soutenir, donc je te remercie si tu joues le jeu. Sur ce, on se retrouve demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.